Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le 4e épisode de cette saison sur TV78 ce mercredi 4 novembre, jour de cet enregistrement. On ne connaît toujours pas le nouveau président des États-Unis. La France vient d'entamer son 2e confinement, mais rassurez-vous, si le monde bouge, la thématique de cette émission ne change pas. Elle est encore et toujours consacrée à l'actualité sportive locale et nos chroniqueurs sont avec nous pour décortiquer cette actualité. Vu les conditions sanitaires, certains sont en plateau et d'autres via écran interposé. Présentation, musique. C'est un grand sportif, il a été champion du monde Masters de cyclisme, il a été champion de roller et il commence maintenant le volleyball. On a de la chance de l'avoir sur ce plateau. Yann Dujarrier, le capitaine, est avec nous. Bonsoir Mickaël, je suis toujours champion du monde. Champion du monde ? Oui, il a été. Non, je suis en titre. Champion, oui. En titre. Parce qu'avec le confinement, le plus, coronavirus, voilà, ça va le prolonger encore plus. Je prends un an de plus. Au moins un an, voilà. Alors on passe de l'autre côté, musique. Lui aussi est avec nous en plateau. C'est sa 4e participation dans cette émission. Il est journaliste chez TV78. Il se nourrit de football italien. Il vit football italien. C'est une encyclopédie vivante. Grégory Canale est avec nous. Bonjour Mickaël. Comment allez-vous ? Ça va très bien. On va parler de sport parce qu'on n'a plus l'occasion de le pratiquer en ce moment. Donc on est content quand même d'en parler. Sport pas italien par contre, je le précise. Non, sport yvelinois bien sûr. Sport, mais un peu plus. On va naviguer aussi aujourd'hui. N'en dites pas trop. Nous serons donc 3 en plateau. Les autres sont avec nous via écran interposé à cause du contexte sanitaire, je le précisais précédemment. Musique, il est un grand fan de Saint-Étienne et de football. Il pratique également le handball et le basket. Bref, c'est un grand sportif, mais il est à l'arrêt en ce moment avec le confinement. Stéphane Debizet est avec nous pendant 1 heure. Stéphane, comment allez-vous ? Comment allez-vous, Stéphane ? Je crois qu'il y a un problème de son, non ? Est-ce que vous m'entendez ? Parce que non, on a du mal à t'entendre. D'accord. Bon, est-ce que ça va ? Là, ça va, oui. Est-ce que vous allez bien ? Ça va. On vit avec le confinement, c'est un peu dur. Quant à Saint-Étienne, on continue doucement et sûrement notre descente en enfer. Donc tout va bien. Alors lui aussi est connecté via écran interposé. Musique, c'est un mythe, c'est un cap, c'est une péninsule, une légende de cette émission. Il est revigoré par des vacances dans le sud de la France. Il va se donner à fond. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous pendant 1 heure. Pierre, comment allez-vous ? Je n'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit, Mickaël. Il avait la musique plein tube dans les oreilles. Donc je n'ai pas entendu le lancement. Est-ce que vous êtes revigoré par vos vacances ? Oui, des vacances en Corse absolument magnifiques, où il a fait très beau. On a profité des derniers rayons du soleil et des derniers instants de liberté. Vous avez peaufiné votre bronzage. Avant de s'enfermer pour quelque temps. Vous avez peaufiné votre bronzage. Putain de ça. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme. Le Tour de France passera par les Yvelines en 2021. Tous les détails dans ce talk. Coup de projecteur également sur le départ de Laurent Fournier de l'équipe de football de Poissy. Le coach a été remercié par ses dirigeants. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler du Covid-19 et du confinement. Bis repetita pour le sport amateur. Ce nouveau confinement va une nouvelle fois perturber la pratique sportive pendant au minimum 4 semaines. Pour les sports en intérieur, la Fédération française de handball avait été l'une des premières à arrêter la compétition au moins jusqu'en décembre, tout comme la Fédération française de volleyball. Pour le basket, les compétitions stoppent également jusqu'à cette période, mais les dirigeants s'attendent à un redémarrage des compétitions pour le début d'année prochaine. On écoute une réaction venue du monde du basket. La fédération de basket a au moins dit qu'il y aurait une inertie de 15 jours quand les rencontres pourraient reprendre pour permettre aux équipes de se réentraîner et de manière à assurer une certaine équité sportive et surtout une intégrité physique de la part de tous les sportifs, quel que soit le niveau auquel ils jouent. Pour le football, mercredi dernier, la Fédération française a annoncé la suspension des compétitions de Ligue de district des championnats nationaux du National 2 et 3 ainsi que de la Coupe de France et des championnats nationaux jeunes. Cette mesure s'appliquera au minimum jusqu'au 1er décembre, un casse-tête en vue pour les instances.
Ça pose la question, on n'a pas encore pris de décision, mais on va y réfléchir maintenant, c'est les coupes, parce qu'on a les championnats d'un côté, mais les coupes des Yvelines d'autre part. On avait déjà les coupes futsal, les coupes futsal senior dont il avait été décidé qu'elles n'auraient pas lieu. Maintenant, la question va se poser pour l'ensemble des coupes de toutes les catégories, les seniors, les U18, les U16, les U14, les féminines, etc. Parce qu'il va falloir sans doute se consacrer uniquement au championnat. Le rugby amateur se met également en pause jusqu'à début janvier au minimum. La fédération a également annoncé l'annulation des phases finales pour permettre au championnat de se jouer jusqu'au bout pour éviter la saison blanche. La question sur cette thématique, est-ce que c'est une catastrophe pour le sport yvelinois? Vous votez. Non pour vous, Yann Dujarrier, oui. Stéphane, vous êtes comment? Oui. C'est une catastrophe. On fait un petit duel peut-être entre vous, Pierre et Yann. Non, on est tous les deux indécis. Vous êtes indécis, vous? Une catastrophe. Allez-y, vous commencez. Une catastrophe, aujourd'hui, je trouve que le mot est un peu fort, mais il va y avoir des grosses perturbations. En effet, déjà juste quand j'entends qu'au basket, on va permettre au club de pouvoir s'entraîner pendant 15 jours avant de reprendre des compétitions. Pour éviter les blessures. Oui, mais 15 jours de préparation, c'est ridicule dans la vie d'un athlète. Donc soit tout le monde arrive à rester sérieux et à utiliser le confinement pour pouvoir travailler très sérieusement, et ce sera pour moi, je pense, indispensable. Et les clubs qui s'en sortiront le mieux seront les clubs dont les adhérents auront été les plus sérieux pendant cette période de confinement. Parce que je suis désolé, mais 15 jours d'entraînement, pour un club amateur, ça fait 4 entraînements. En 4 entraînements, on est prêt en rien pour pouvoir faire un match, et un match quel qu'il soit. Et il y aura les vacances aussi, entre-temps. Il va y avoir les vacances de Noël qui vont revenir juste derrière. Ah non, ce sera en janvier. Normalement, c'est reprise, normalement, début décembre. 15 jours de boulot, bien sûr, avec les sportifs, de travail, et 2 semaines ensuite de vacances, et retour en janvier pour la compétition. Donc, les repas, les chocolats de Noël, ça va être compliqué. Va falloir. Non, mais voilà, c'est aujourd'hui, c'est un discours que les coachs doivent avoir avec leurs athlètes pour leur dire, les gars, il faut être taqué, vous vous entraînez de manière très rigoureuse, voilà, parce que la reprise va être très très difficile, et si vous êtes sérieux, eh bien on fera la différence au moment de la reprise des matchs. C'est vraiment un passage qui est très difficile. Et alors après, il y a des sports où en effet c'est possible, mais je pense au rugbyman où le toucher de ballon, c'est quelque chose qui est hyper important, et en 15 jours vous n'avez rien fait, il faut arrêter. Donc oui, non, alors catastrophique, non, parce que il reste du temps derrière, mais très compliqué à gérer. Oui, ça, c'est pour ça que je dis que je suis indécis. Parce que, en effet, c'est possible, mais si on est rigoureux. C'est possible si on est rigoureux. Si je synthétise ce que vous avez Exactement. dit. Pierre Chevalier. Même hésitation que Yann sur le sujet, c'est catastrophique, est peut-être un peu fort, parce que de toute façon, c'est un contexte qui s'impose à nous, totalement inédit. Là où j'insisterai, c'est sur 2 points au moins. Le premier, c'est que c'est déjà le 2e confinement. Donc on a déjà débattu sur le premier, avec ses conséquences, notamment sur les saisons précédentes, sur la saison 2019-2020. Là, ça remet la saison 2020-2021 entre parenthèses. Et le 2e point, c'est sur le côté, je pense, équité sportive. Yann parlait de la partie préparation physique, c'est-à-dire ceux qui auront les moyens et qui auront l'occasion de maintenir une condition physique, notamment pour les sports de contact et pour les sports qui nécessitent justement d'être athlétisés et de pouvoir être compétitifs pour pouvoir poursuivre les compétitions. Pour le rugby que je connais bien, on a en fait 2 dates qui ont été annoncées. La première, c'est comme pour tout le monde, la suspension des activités et le confinement jusqu'au 1er décembre. Ça, c'est la première étape. Mais déjà, il y a la 2e date qui a été annoncée, c'est la suspension des compétitions amateurs jusqu'au 10 janvier 2021. Donc déjà, on sait qu'on n'aura pas de match d'ici là. On aura peut-être la possibilité de se réentraîner à partir du 1er décembre si jamais le 2e confinement est levé, mais rien n'est moins sûr. Et puis derrière, en fait, là où c'est
Là où c'est compliqué, là, je rejoins aussi Yann, ça va être compliqué à gérer, c'est une question d'agenda et de calendrier. Il y a eu déjà beaucoup de reports en cette première partie de saison. Les phases finales du rugby, qui sont si chères au rugby amateur, sont d'ores et déjà annulées pour pouvoir finir les matchs de poule à partir du moment où on pourra recommencer à jouer des matchs. Mais ça va être un casse-tête incroyable pour pouvoir retrouver des dates et surtout pour pouvoir être équitable au niveau sportif avec des degrés de préparation qui vont être évidemment différents selon les clubs. Finalement, vous êtes assez d'accord, hein, tous les deux. Vous allez partir en vacances ensemble en Corse, peut-être? Oui, j'étais hésitant comme Yann, c'est vrai. Les grands esprits se rencontrent. Stéphane Debizet, je vous passe la parole ensuite, Grégory. C'est vrai que la préparation individuelle a son importance, mais moi je pratique le basket, le rugby fauteuil, le hand fauteuil, et on a besoin de ce contact avec le ballon, on a besoin de travailler des schémas tout le temps, encore et encore. Et là, c'est sûr que quand on va reprendre les matchs, on va être vachement en difficulté, ça va pas être simple. Donc, pour ma part, ça va pas être le top du top. Grégory. Il faut vite qu'on reprenne tout cela, quoi. Moi, je disais oui, catastrophique. Alors, bien sûr, moins catastrophique que l'épidémie qui secoue en ce moment le monde entier. Catastrophique parce que, on est, Pierre le rappelait, à 2 confinements en quelques mois, la fin de saison dernière qui a été complètement tronquée. Là, c'est le début de saison, donc c'est quand même aussi quelque chose de plus particulier où on commençait à avoir des automatismes, notamment dans les équipes collectives. Au football, on commençait à engranger des automatismes qui vont être déjà mis à mal. Voilà, ces premiers automatismes qu'on avait. Au bout de 2 mois, finalement. Au bout de 2 mois, finalement. Donc, c'est cette première partie de saison qui est tronquée. Faut pas oublier aussi que par rapport au premier confinement, on pouvait aller courir le soir, parce qu'il faisait jour assez tard. Là, on est en plein hiver, donc aller courir la nuit en forêt ou autour de chez nous, c'est déjà aussi un peu plus compliqué puisque la pratique sportive individuelle reste autorisée dans un rayon d'1 kilomètre et dans la limite d'1 heure. Donc moi je pense que ça va être compliqué aussi de s'athlétiser. Catastrophique du point de vue sportif, catastrophique du point de vue social. Voilà, je le rappelais la dernière fois, hein, le sport c'est aussi a une vocation sociale. Le club de sport c'est une deuxième famille. Donc catastrophique sur le plan sportif et sur le plan aussi social. C'est surtout un casse-tête finalement si on comprend bien au niveau des compétitions. Surtout, selon vous, Yann. Pardon, un casse-tête? Un casse-tête au niveau de l'organisation des compétitions. Oui, un casse-tête pour l'organisation des. Oui, parce que finalement, l'athlétisation des athlètes, ça peut se faire un peu n'importe quand, chez soi. Ou... L'athlétisation, oui, bien sûr, à condition d'avoir un peu de matos. Je suis désolé, un rugbyman qui est dans la mêlée, il faut un peu de poids quand même pour travailler le physique. Il faut une mise en place collective, bien sûr, mais il faut un peu de poids pour pouvoir travailler juste la force. Quand vous faites de la course à pied, à la rigueur, vous pouvez vous dire je vais faire une phase de fitness, renforcement musculaire, travail de préparation physique générale. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Mais quand il faut mettre du poids, quand on a besoin de faire du gain de force, du gain de puissance, ça se fait pas en prenant 2 bouteilles d'1,5 litre dans chaque main. Non, c'est pas ça. Et il y a un moment où, par exemple, moi quand je faisais des squats pour le vélo, on était arrivé à des répétitions à 140 kg. 140 kg, vous n'avez pas ça à la maison. Donc, en effet, vous ne pouvez pas le travailler de la même manière. Donc, vous ne pouvez pas le travailler du tout. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire qu'en salle de muscu. Donc, il y a des choses qui sont, oui, possibles pour travailler le cardio, pour travailler du réflexe. Il y a des choses qui sont possibles. Maintenant, on ne peut pas tout travailler. Et quand on parle de préparation pour pouvoir faire un match et dans des sports de contact, c'est de la force dont on parle. Hein. Et je suis désolé, 15 jours, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir éviter les accidents. Et justement, oui, il peut y avoir des accidents, Pierre Chevalier ? Oui, il y en a eu ou pas en rugby depuis le début de la saison notamment? Alors, pas sur après cette grosse pause. Pas à la reprise après le premier confinement, pas à la reprise, tant mieux, pas à déplorer du moins, mais comme on le rappelait tous, en fait, le côté athlétisation, c'est quelque chose qu'on peut faire, on va dire, en surface chez soi, mais pas forcément en profondeur avec le spécifique, et surtout pas le jeu collectif du rugby, par exemple. C'est pour ça qu'on a pris la décision, par exemple, à Versailles, de faire des entraînements. Alors, c'est là où on pousse vraiment le moderne jusqu'au bout et le virtuel jusqu'au bout. Ce sont des entraînements physiques par visioconférence. Donc là, je vous dis, c'est très, 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 très drôle à voir faire, ou alors c'est très, très dur à
à réaliser. Mais en tout cas, on essaye de maintenir les joueurs en forme physique pour pouvoir reprendre dès qu'on pourra reprendre. Mais pour l'instant, pas de danger ou pas d'accident redouté. Je voulais vous entendre, Pierre Chevalier, également sur ces phases finales qui ont été supprimées. On le voit aussi en foot, ils ont supprimé la Coupe des Yvelines. Finalement, c'est un peu l'essence du rugby qui s'en va cette saison. Complètement. C'est-à-dire que lorsqu'on en a parlé la dernière fois, on avait déjà évoqué le problème du calendrier, c'est-à-dire avec déjà les premières journées où il y avait beaucoup de matchs reportés qui étaient reportés déjà en février. Et en février, à partir de février, on commençait à se dire il va y avoir un embouteillage et il y aura plus de dates disponibles. Là, la Fédé a pris donc la décision de ne pas hypothéquer la fin des phases de poule et donc de supprimer les phases finales. Et ça, là, pour le coup, dans le côté passionné et le côté purement sportif et purement compétitif, là, c'est une catastrophe. Parce que c'est comme vous le dites, l'essence même du rugby amateur. Je parle même pas pour les pros qui continuent à jouer, mais pour le rugby amateur, les phases finales, c'est là où tout se fait, c'est là où les souvenirs se créent, c'est là où vraiment on parle d'aventure de potes et d'aventure humaine. Et finir, on va dire, fin avril, début mai, par les matchs de poule, sans rien derrière, ça va donner de toute façon un gros sentiment d'inachevé pour cette saison, pour cette deuxième saison particulière. Grégory, la Coupe des Yvelines a également été supprimée aussi pour le football. Oui, alors c'était un peu la seule solution. C'est la seule solution parce que vous le disiez, ça va devenir un vrai casse-tête pour trouver des dates pour jouer les matchs. D'autant que voilà, les amateurs ont aussi des week-ends où ils partent en vacances. Voilà, ils ont une vie aussi à côté du sport, donc ça va être de plus en plus compliqué. La Coupe des Yvelines, oui, qui va être supprimée, qui est aussi à côté du championnat. Ça peut être à l'image de la Coupe de France. On en a parlé dans ces émissions. Une petite bouée d'oxygène, c'est une compétition en plus qu'on joue dans la saison. Une compétition différente. C'est quand même dommage parce que 100% des Yvelinois ont toujours remporté cette coupe quand même. Les clubs yvelinois, c'est quand même dommage. Ils performent dans cette compétition. Mais c'est effectivement une compétition différente. On peut des fois faire jouer les remplaçants qui n'ont pas forcément l'occasion de montrer tout l'étendue de leur talent en championnat. Ça peut être l'occasion, voilà, de, on va dire, fortifier l'effectif, voilà, de concerner tout l'effectif. Dernière question, Stéphane, est-ce que c'est pas trop rageant peut-être pour les amateurs de ne pas jouer, du coup, de ne pas s'entraîner, alors qu'on voit les professionnels continuer, par exemple, à s'entraîner, à jouer? Ça donne un petit sentiment d'injustice. Pourquoi eux, ils arrêteraient et pas les pros? Après, c'est sûr, c'est des décisions qui sont prises et on ne peut rien faire contre ça. Yann. On en parlait la dernière fois, c'est l'argent qui décide. Et en effet, c'est pas les mêmes enjeux. Et les enjeux pour le sport professionnel sont principalement financiers. Donc à partir de là, en effet, on a rendu le sport professionnel possible, mais il faut pas l'oublier, c'est qu'ils vivent quand même dans des bulles pour pouvoir se permettre de le faire. Donc, ce qui est impossible pour le sport amateur. Ce qui est impossible pour le sport amateur. J'entendais hier dans Quotidien un athlète basket, Evan Fournier. Voilà, qui disait que justement. Qui joue aux États-Unis à Orlando. Qui joue à Orlando, voilà, et qui disait que justement ils étaient dans une bulle. Ils avaient, pour pouvoir finir les phases de jeu l'année dernière, ils ont passé 2 mois à l'hôtel à Disney. Chez Disney. Et pour que tout le monde puisse finir de jouer. Donc c'est quand même des conditions qui ne sont pas possibles pour le commun des mortels, parce que là, psychologiquement, c'est quand même très très lourd. Avec des tests aussi réguliers pour les professionnels, des tests au Covid qui seraient vraiment impossibles à mettre en place pour les amateurs. Ouais. On va passer à la prochaine thématique. On va maintenant prendre le grand large dans cette page coup de projecteur. Le départ du Vendée Globe 2020 sera donné ce dimanche 8 novembre depuis les Sables d'Olonne. Un Yvelinois participera à cette édition. Louis Burton, originaire de Rambouillet. Il s'alignera pour la 3e fois sur cette course mythique. Grégory, est-ce que vous pouvez nous présenter cette course, justement ? Faut-il encore présenter le Vendée Globe, cette course à la voile la plus grande autour du monde? Ça se déroule tous les 4 ans. Au départ, à l'arrivée des Sables d'Olonne,
Dolan. C'est une course en solitaire, sans escale et sans assistance, qui a un trajet de 44 996,2 km. C'est un périple, un véritable défi où les skippers vont devoir descendre l'Atlantique, traverser les océans Indien et Pacifique, remonter une nouvelle fois l'Atlantique avec 3 passages principaux, on peut le dire, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn au sud de l'Amérique du Sud. Les skippers sont confrontés à une mer déchaînée, un froid polaire et des passages pour le moins sensibles. On pense forcément au golfe de Gascogne, au poteau noir, les 40e rugissants et 50e hurlants, et aussi à de nombreuses avaries, puisqu'il y a de nombreux abandons à chaque édition, moins en moins sur ces dernières éditions. On l'espère pas pour Louis Burton, notamment. On l'espère pas pour Louis Burton, ce qui a valu d'ailleurs au Vendée Globe ce surnom, l'Everest des mers. Sur les 167 concurrents en 8 éditions, seuls 89 ont réussi à franchir la ligne d'arrivée et 3 ont même péri en mer. Une course qui a consacré aussi de grands marins, des marins français, Titouan Lamazou, Alain Gauthier, Vincent Rio, François Gabard, Armel Lecléache, qui a battu d'ailleurs lors de la dernière édition le record du Vendée Globe, un Vendée Globe qu'il a réalisé en 74 jours. Et pour cette 9e édition, ils seront 33 skippers à prendre le départ depuis les Sables d'Olonne, et ce sera le 8 novembre. Vous êtes fan, Yann Dujarier ? Alors oui, véritablement, et pas dernièrement, c'est vraiment quelque chose, c'est un souvenir d'enfance. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais c'est fou, les mecs, ils partent 3 mois tout seuls sur un bateau. Et j'ai eu en fait la chance de passer des vacances en Bretagne et de voir des grands trimarans. Parce que quand on est à la télé, on ne se rend pas compte de la taille des bateaux. Et donc de pouvoir les voir en vrai, on se rend compte du côté gigantesque de l'objet. Et je me souviens, je crois que c'était la Trinitaine que j'avais vue à l'époque, donc qui est déjà un petit bateau par rapport à ce qui peut être fait maintenant, mais c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, j'avais visualisé un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses déjà qui ne sont vraiment pas accessibles à tout le monde. Là, faut avoir accès à la voile. Et c'est vrai que quand on se dit qu'un rambolitain peut accéder à cela, on se demande comment. Parce que, et on avait Tanguy de la Motte également sur les précédentes éditions, et Éric Bellion de Versailles. Voilà. Là, il n'en reste plus qu'un. Donc c'est vrai, mais bon, voilà, c'est génial. Et donc, non, pour moi, c'est quelque chose qui est juste impensable, inimaginable. Et par contre, quand on s'y intéresse un tout petit peu, de voir parce que là, c'est pareil, c'est les progrès techniques, technologiques, de voir donc les vitesses qu'ils sont capables d'atteindre et la progression du temps de course. Parce qu'à l'époque, c'était 3 mois. Maintenant, on est sur 72 jours. Donc, je crois qu'on a gagné presque une grosse vingtaine de jours entre les premières éditions et maintenant. C'est juste énorme. C'est vraiment très... Voilà, moi, ces courses au grand large, c'est quelque chose de... Et puis avec toute cette dramaturgie aussi, parce que, voilà, il y a plein de choses autour de tout ça. Et alors maintenant, ça devient encore plus intéressant grâce aux moyens techniques. On peut vivre la course de l'intérieur, ils arrivent à nous envoyer des images très régulièrement, communiquer, chose qui n'était pas possible dans les premières éditions. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors, j'ai presque regret que ce ne soit que tous les 4 ans, mais je le mets sur le même piédestal. C'est la Coupe du Monde, finalement, de la voile. Non, pour moi, c'est vraiment un parallèle avec le Paris-Dakar. À l'époque où le Paris-Dakar partait vraiment de Paris, etc., où c'était quelque chose que l'on vivait pleinement. Je le mets sur le même hauteur d'intensité. J'adore ce... En tout cas, vous êtes fan, on l'a compris. Les aventuriers des temps modernes, les skippers. Je regrette qu'une chose, c'est vrai que cette année, j'avais décidé d'aller voir le départ avec mes enfants. Parce que maintenant, on a pas la bonne année, apparemment. Voilà, on a très belles images du départ et j'avais envie de le vivre. Bon, on ira dans 4 ans. Dans 4 ans. Stéphane de Bizet, très rapidement aussi, vous êtes fan ? Pierre Chevalier, je vais vous poser la même question juste après. Non, même si je trouve ça beau, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc ? C'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Pourquoi ? Mais c'est beau. Pierre Chevalier. Moi, très, très fan, et je trouve que c'est vraiment les dernières grandes aventures sportives avec le rallye raid, comme l'a rappelé Yann. C'est les derniers vraiment grands espaces d'expression de ce que peut faire l'homme et la femme navigateur, navigatrice, en partant comme ça en autonomie et seul pendant des jours, juste simplement à se mesurer avec un outil phénoménal qui est effectivement a bien évolué en termes de conception, mais à se mesurer à la nature, c'est juste époustouflant comme type de course et d'événement sportif. En tout cas, Louis Burton prendra donc le départ à bord de son IMOCA Bureau Vallée 2. Présentation de ce bateau par Louis Burton. Le bateau fait 2 tonnes de moins déjà, donc il va à la base beaucoup plus vite.
Il faut savoir que nos bateaux, ils font entre 7 et 9 tonnes. Et puis, on a ces foils, donc ces espèces d'ailes sous-marines qui permettent au bateau de se lever et du coup d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Ça sera donc sa 3e participation. Il a connu différents scénarios dans sa carrière. En 2012, il a abandonné assez rapidement après avoir été percuté par un chalutier. En 2017, il a par contre terminé à 7e de la compétition. Louis Burton nous présente ses objectifs pour cette année. La dernière fois, 7e en 87 jours. Et mon bateau actuel, qui avait fait l'édition précédente, il avait mis 74 jours. Donc, il avait mis 13 jours de moins. Donc, bon, c'est énorme, hein, évidemment. Alors, en fonction des conditions météo, l'objectif, ce serait de passer sous la barre des 75 jours. Et ça, on n'est jamais sûr, c'est la météo. Mais par contre, essayer de faire une place mieux que la dernière fois. Donc, ça veut dire entre 1er et 6e. La question sur cette thématique, est-ce que c'est l'année ou jamais pour Louis Burton? Oui ou non? Il a un super bateau, il est en forme. Non, non, oui pour vous? On fait un petit duel entre vous, Grégory et Pierre? Grégory, vous commencez? L'année ou jamais, je ne sais pas. Est-ce que ce sera sa dernière participation? Ça reste à démontrer. Il a 35 ans. Il a 35 il a ans, encore de la donc marge, mais Tanguy de la marge. Motte, par exemple, a arrêté à 40 ans. Il a arrêté à 40 ans, alors avec une aventure un petit peu différente. Tanguy de la Motte, sur Initiative Cœur, vous en avez parlé à nombreuses reprises ici. Moi, je pense que l'année ou jamais, non. En tout cas, c'est une année pour montrer qu'il progresse. Vous l'avez dit, première participation où il a dû abandonner au bout de 5 jours. Il a appris de ses échecs. 7e place lors de la dernière édition, c'est quand même une belle performance. Moi, je pense que cette année, c'est plutôt une année pour montrer qu'il a progressé. Est-ce qu'il gagnera? Alors, je ne sais pas. Il estime qu'il a ses chances pour terminer entre la première et la 6e place. Je ne sais pas si c'est l'année ou jamais. En tout cas, lui, il l'a dit, je crois, au cours de votre interview. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce Vendée Globe un peu cadenassé, où il est dans sa bulle, on parlait des bulles des sportifs tout à l'heure, par rapport aux autres années où il était directement au village de départ, là, il la passe en famille, dans sa bulle de confinement. C'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme, mais il le dit, lui, ça le met aussi dans de bonnes conditions avant d'aborder cette aventure marine. Donc l'année ou jamais, non, je pense pas. L'année de la progression. En famille, avant de se lancer en solitaire. Avant de se lancer en solitaire en mer. Donc l'année ou jamais, je pense pas, mais une année pour montrer qu'il progresse. Pierre Chevalier. Oui, c'est l'année ou jamais. L'année ou jamais, parce que justement, c'est ce contexte-là qui fait qu'il est a priori plus compétitif que les précédentes éditions auxquelles il a participé, notamment par tout le travail qui a été fait par ses ingénieurs et ses designers avec un bateau qui est encore plus compétitif et il l'a montré, il l'a cité justement avec quelques ajouts de folder. Son bateau a technique. gagné 2 nœuds par rapport à l'ancien bateau Banque Populaire qu'il a récupéré. Voilà, et lui, c'est un navigateur encore plus expérimenté. On vient d'en parler là, de son contexte de préparation aussi, qui a été peut-être optimisé par le côté très calme et très exempt de stress de Louis Burton. Je mettrai un billet là-dessus sur cette année particulièrement propice à performer, avec deux bémols. Le premier, c'est que il y aura malheureusement pour cette année, comme pour tous les autres sports, l'absence de spectacle. C'est-à-dire que le départ va se prendre dans un anonymat, on va dire désertique et assez inédit pour cette partie-là. Et puis le deuxième bémol, évidemment, c'est que c'est pas la technique ou c'est pas le talent du navigateur qui va faire l'essentiel du résultat, c'est la nature. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des vents, en fonction du hasard, de ce qu'il va pouvoir croiser sur sa route pendant la course, ça peut basculer ou au contraire confirmer justement que les planètes sont alignées pour lui permettre de performer, voire de gagner. Stéphane Debizet, qui vous a convaincu? Grégory? Pierre? Alors pour vous, vous étiez plus sur l'année ou jamais, hein? Non, j'étais pas là, je pensais au match de Saint-Etienne, moi. Yann Dujarrier. Non, Yann a raison. Je pense que Yann a raison. Yann Dujarrier. Moi, je ne pense pas que ce soit l'année ou jamais, parce qu'en effet, comme vous dites, il est encore jeune, il a largement le temps de reparticiper à cette. Il est encore jeune, mais c'est dans une idée de progression finalement. Et je rejoins complètement. C'est un plan de carrière qu'il a mis en place. Ouais, mais moi, ce qui me gêne, c'est que oui, il a le bateau qui a gagné il y a 4 ans. Et en 4 ans, je suis désolé, mais les autres ont progressé aussi.
Il a fait quand même un peu progresser son bateau. Je suis d'accord. Oui, mais je vais prendre un exemple très simple. Pour moi, ce type de compétition, c'est de la Formule 1. C'est à comparer à la Formule 1. Vous prenez la voiture de Lewis Hamilton il y a 4 ans et vous prenez la voiture de Lewis Hamilton aujourd'hui. En 4 ans, c'est aux antipodes. Donc, je ne vois pas comment... Et donc, on parle bien de la même voiture. Et on parle bien du même pilote. Je ne vois pas comment une écurie, avec un matériel il y a 4 ans, ne puisse pas faire progresser son matériel. Vous reprenez la voiture de Lewis Hamilton, vous n'êtes même pas sûr de faire les mêmes temps. Enfin, on est sûr qu'on ne fera pas les mêmes chronos que Lewis Hamilton à l'époque. Après, Yann Dujarrier, vous partez sur l'idée que le skipper n'existe pas. Non, j'ai bien dit en plus que si je prends la voiture de Lewis Hamilton d'il y a 4 ans, je ne ferai même pas les mêmes chronos que Lewis Hamilton. Alors lui, il a fait progresser. Le skipper peut jouer également. Heureusement, bien sûr que le speaker... heureusement que le skipper a toute son importance. Voilà, là je pense juste qu'en effet, il va faire une progression par rapport à il y a 4 ans. Mais il va encore manquer une marche, il manque encore un peu de budget pour pouvoir aller chercher pour moi le podium. En effet, 4 ou 5, ce serait très très bien et c'est tout ce que je lui souhaite. Après, bien sûr que de toute façon, si devant ça casse, ça peut sourire. Parce que je me souviens le duel il y a 4 ans, entre les deux premiers, ils étaient vraiment... Alex Thompson, si mes souvenirs sont bons, et Armel Leclerc. C'est un super bateau tout noir qui aujourd'hui est siglé Bureau Vallée. Mais voilà, il y avait vraiment... La grosse crainte qu'ils avaient, je me souviens, c'était ça. Ils espéraient qu'une chose, c'était de ne pas casser. Ça s'était joué un écart très faible entre les deux premiers. J'ai pas révisé avant de venir, malheureusement, mais... Comme souvent, Yann Dujarrier. Comme toujours. Un Louis Burton vainqueur, on aimerait le voir avec un Vendée Globe qui a retrouvé son public, parce que l'essence même aussi du Vendée Globe, c'est ce village départ, cette fête un mois avant le départ au Sable d'Olonne. Vous pensez qu'il ne prendrait pas une victoire dans ses bagages s'il gagne, il ne serait pas heureux? Ah non, mais qui ne serait pas heureux, mais nous on serait plus heureux s'il peut avoir cette victoire avec un public vraiment au rendez-vous. Ouais, je pense qu'il prendrait quand même. Oui, il prendrait quand même. Après, sur retour en janvier, on prendra aussi. Voilà. Retour en janvier, on peut espérer qu'il y ait du monde à l'arrivée. Pierre Chevalier. C'est comme si le PSG avait gagné la Ligue des Champions en huis clos et après le Final 8. Il l'aurait évidemment pris, cette Ligue des Champions. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part, on le disait, une part de chance finalement, Grégory, peut-être? Une part de chance forcément. Alors c'est vrai que sur sa première participation, Louis Burton, on ne sait pas trop les circonstances. Visiblement, est-ce que c'est le chalutier qui l'a percuté ou lui qui a percuté le chalutier? Apparemment, c'était la nuit, c'était un peu compliqué. Ouais, voilà. Après, ça dépend énormément de la météo. Ça a été rappelé. Des fois, on est au mauvais endroit au mauvais moment. Mais je pense que l'essentiel aussi est fait par les skippers. Il y a des impondérables, comme partout. Peut-être encore plus. Oui, c'est vrai. À la voile avec cette météo qui peut être capricieuse. Mais il connaîtra les pièges à éviter, peut-être, Pierre Chevalier. Oui, tout à fait. Parce qu'il a de l'expérience maintenant, 2 participations. Et voilà, il a cette expérience. 3e participation cette année. Et Dieu sait que le Vendée Globe est une course exigeante et la première, je pense que tous les skippers s'en souviennent, leur première. Et maintenant, il ne prévoit qu'une chose, c'est justement de pouvoir se réaligner, être compétitif avec une forme physique et une préparation mentale et un bateau qui soit au niveau. Donc oui, il saura éviter la majeure partie des pièges. En tout cas, on lui souhaite bon courage pour cette compétition. On passe maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, c'est votre rubrique Grégory. Nous l'avons baptisée l'envolée de Grégory. De quoi allez-vous nous parler dans cette envolée? Je vais vous parler de la figure de proue d'un collectif, celui qui doit trancher, qui fait de belles trouvailles, qui se trompe aussi parfois, celui aussi qui est en première ligne pour défendre ses joueurs, affronter la presse après de mauvais résultats, supporter la pression extérieure. Je parle de l'entraîneur? De l'entraîneur, exactement. Mais vous l'aviez noté sur votre papier. Je triche un peu. Il peut endosser l'entraîneur le costume de super-héros. On l'encense volontiers quand tout va bien, mais on le condamne aussi malheureusement à la première occasion quand les déconvenus se présente, car ne l'oublions pas, l'entraîneur, c'est un humain avant tout, même si on a tendance à l'oublier quand on le voit haranguer ses joueurs sur le côté du terrain. Et l'entraîneur, c'est aussi malheureusement un simple fusible que l'on n'hésite pas à faire sauter. Dernier exemple en date dans les Yvelines avec l'AS Poissy, c'est du football. Laurent Fournier, remercié par son club, ils étaient les Yvelinois lanterne rouge de National 2 avec 7 défaites et 3 nuls cette saison. Très compliqué pour Poissy. Très compliqué avec un dernier revers face à Sainte-Geneviève-des-Bois le 24 octobre dernier qui aura été fatal à Laurent Fournier.
Fournier. Poissy se sépare de son entraîneur un an après, avec un peu plus d'un an de collaboration. Il avait rejoint Poissy en juin 2019 et on l'a appris, son remplaçant il y a quelques jours, c'est Walid Aïchour, un nom certes moins connu mais qui a un profil qui connaît très bien le championnat national 2. Alors l'arrivée d'un nouveau coach derrière produit souvent le célèbre choc psychologique, au moins sur le court terme, ce qui pourrait laisser croire que l'entraîneur finalement c'est le seul responsable des mauvais résultats. Mais est-ce réellement le cas? Ne sous-estimons pas le rôle du président qui doit donner aussi les moyens à son coach de réussir, lui aussi, et lui laisser aussi les mains libres pour agir. De mauvaises relations, un trop grand interventionnisme, la pression financière aussi dans le sport professionnel peuvent compromettre la réussite de l'entraîneur. Et parlons des joueurs qui sont aussi les premiers acteurs sur le terrain d'un scénario écrit par le coach, ce qu'on appelle la tactique. L'entraîneur doit être un manager qui doit tirer le meilleur de son collectif, mais c'est aussi aux joueurs de tirer le groupe et le coach dans un même sens, voilà, dans une même direction. C'est un devoir, ils doivent se battre sur le terrain pour le club qu'ils représentent. Mais bon, difficile de renvoyer 22 joueurs quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'entraîneur reste la seule variable d'ajustement, mais est-il le seul responsable des mauvais résultats? Je n'en suis pas si sûr. Votre avis sur cette envolée de Grégory, cette 4e envolée de Grégory? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory ou pas? Le coach n'est pas qu'un simple fusible, si? Alors, le coach est un fusible. Oui. Maintenant, je suis complètement d'accord avec lui. Pour moi, c'est pas lui qui est sur le terrain. Et d'ailleurs, quand on voit la forme physique de Laurent Fournier, heureusement, une petite blagounette, hein, c'est vrai que il a une carrière. Il a une très belle carrière. Oh là là, grand respect complet. Mais moi, si je fais le parallèle avec ce que je vis quand je suis sur le vélo. Le coach, il peut me dire ce qu'il veut pendant le brief pour un match de vitesse. Un match de vitesse, c'est quelque chose qui dure très peu de temps, 10 secondes d'effort, pardon. Et parfois, la course se joue sur un manque d'attention. Et je suis désolé, à ce moment-là, mais c'est pas le coach qui a pas fait attention. Je me souviens d'avoir perdu un titre en 2017 à Los Angeles. Tout le monde me disait que j'étais très fort et j'avais fait le 2e chrono, un pouillème de celui qui a gagné, mais techniquement il avait une meilleure technique que moi, il a été plus malin et là je suis désolé, le coach ne pouvait rien faire, c'était moi et moi, et je n'en ai jamais voulu à mon entraîneur à l'époque, je m'en suis voulu qu'à moi-même d'avoir raté cette occasion-là. Alors bien sûr, après, ça permet de rebondir et puis d'avancer, et 2 ans après de devenir champion du monde. Mais là, pour une équipe, je suis désolé, le discours du président, il est simple, c'est « je ne pouvais pas virer 22 joueurs ». Donc ça veut bien dire que il n'en veut pas à Laurent Fournier. C'est pas lui. On l'a eu au téléphone juste avant le début de l'émission. Ce n'était pas contre Laurent Fournier, ce renvoi. C'était pour créer une étincelle. Et donc Laurent Fournier, aujourd'hui, sert de fusible. C'est quand même... Moi, je pense que c'est dommage. Parce que quand on a un athlète de cette envergure qui vient vous coacher, c'est un mec qui a joué en Ligue 1, qui a joué au PSG. À Marseille. Qui a entraîné le PSG. Je suis désolé, quand vous êtes un joueur de National 2, vous devez vous sortir les tripes quand vous n'avez pas le droit de remettre en question la parole de cet homme. C'est pas possible. Il a toute la crédibilité. Donc vous devez vous servir et prendre ce que dit ce coach. Et je suis donc après, on n'a pas tous les éléments. On ne sait pas comment ils vivent au quotidien. Mais c'est vrai que il y a un truc, c'est pas normal qu'un coach, une personne comme ça, n'arrive pas à faire vivre un club de National 2. Pierre Chevalier. Je ferai un distinguo en mettant un sport à part par rapport à tous les autres, c'est le football. D'ailleurs, dans la présentation de Grégory, c'est le football qui a été pris en exemple avec l'exemple de Laurent Fournier. Je trouve que dans le football, plus que dans n'importe quel autre sport, et notamment chez les professionnels, il y a une pression du résultat qui est telle, et évidemment des enjeux financiers, on en parle suffisamment souvent sur ce plateau, les enjeux sont tels que on demande une obligation de résultat, et là, au sens propre du terme, à l'entraîneur, qui, en ce sens, dans le football, me paraît être comme un fusible régulier. Après, on est quand même en 4e division, hein, Pierre Chevalier. Hein. Bien sûr. Oui, et je ferai d'autres parallèles aussi, mais avec le rugby à plus haut niveau. C'est simplement l'impression, et la phrase du président de Poissy a tout résumé, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le nombre par rapport
au chef d'orchestre. Reste à savoir si, par exemple, Fournier avait bien toutes les clés, tous les moyens et a eu l'occasion de faire son équipe tel qu'il le pensait, ou s'il a eu le vestiaire au fur et à mesure contre lui, et puis une Shkoumoun qui fait qu'il a plusieurs résultats en sa défaveur. Apparemment, il n'a pas eu, pour précision, il n'a pas eu tous les joueurs qu'il désirait. Il devait y avoir normalement un ou deux joueurs qui devaient arriver en fin de mercato, ça ne s'est pas fait. Et il en voulait peut-être un petit peu la direction, peut-être. Donc c'est là où la question se pose. Est-ce qu'il avait tous les moyens? Est-ce qu'il avait les clés pour pouvoir bien réussir son job? Mais lorsque les résultats ne sont pas là, il avait une obligation de gagner, de marquer 6 points sur les 2 dernières rencontres. Et la défaite par rapport à Sainte-Geneviève-des-Bois l'a planté même avant d'avoir commencé en fait là-dessus. Et c'est l'entraîneur qui saute avant les 22 joueurs. Si on peut faire un parallèle, il y a eu très récemment une autre actualité à plus haut niveau en top 14 dans le rugby avec le limogeage des 2 entraîneurs d'Agen, du SU Agen. Et là, la question est presque la même, sauf qu'elle est beaucoup moins fréquente dans le rugby que dans le foot. Dieu sait que l'humain, c'est-à-dire que le message doit passer entre l'entraîneur de rugby et ses joueurs et son groupe, quel que soit le niveau. Mais je dirais que c'est surtout une question de moyens, de clés et de poids justement sur les décisions sportives et de gestion et de management qu'a l'entraîneur ou pas, et qui fait qu'il devient un fusible automatique. Bon, là maintenant, sur le cas de Laurent Fournier, avec 7 défaites et quelques nuls, de toute façon, et en position de lanterne rouge, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait le sauver. Et une élimination également en Coupe de France dès l'entrée en lice de l'équipe de Poissy. Ça, et puis quand on regarde la carrière d'entraîneur de Laurent Fournier, il a une moins belle carrière d'entraîneur que de joueur. Et en fait, ce sont des périodes assez courtes. Quand il a entraîné Créteil, quand il a entraîné la réserve du PSG, quand il a entraîné Strasbourg, c'est 1 ou 2 saisons max. Donc il y a un truc qui cloche aussi peut-être dans le message. Et là à Poissy, c'est pas passé. Et là aussi, il a le maire de Poissy est un ancien de Canal et un ancien du football, connaît très bien le football. Pour ne pas le nommer. Carl Olive, voilà, et il connaît très bien le football, et je pense qu'il connaissait très bien Laurent Fournier, et bon, il a tenté ce qu'il pouvait tenter, mais il y a un moment où il faut créer justement l'électrochoc dont parlait Grégory à la fin de son envolée. Stop pour vous, Pierre Chevalier. Il fallait lui mettre un stop. Là, il n'y avait plus grand-chose pour le sauver. Stéphane de Bizet. Je me demande si les joueurs l'ont pas lâché au bout d'un moment. C'est clair qu'il n'a pas eu les non, parce moyens. Que sur la dernière rencontre, Poissy était à la limite de gagner, ou au moins d'espérer un match nul. Ils prennent un but à la dernière minute, dans les dernières minutes. Il a eu un objectif de 6 points qu'il n'a pas réalisé. D'ailleurs, je crois que les seuls points qu'ils ont eus, c'est un match sur tapis vert qu'ils ont gagné, parce que l'équipe de Granville avait aligné un joueur qui était suspendu. Je crois que c'est les seuls points que Poissy a pour l'instant. Donc après, oui, c'est ça, effectivement, Stéphane de Bizet. Contre Versailles. Match nul contre Versailles également, pour le derby, un 0-0. Voilà. Donc vous êtes d'accord? Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte, Stéphane de Bizet? Oui, c'est clair, le message n'est pas passé, il n'a pas les moyens, et il faut miser maintenant sur l'électrochoc. Oui, il fallait qu'il parte, oui. Bon, on suivra ça avec attention. En tout cas, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, Grégory. Walid Aïchour, qui a plusieurs saisons d'expérience au club de Viry-Châtillon en Essonne, qui a été longtemps au niveau CFA, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Nationale 2. Donc, je le disais tout à l'heure, un nom certes moins connu au niveau national que Laurent Fournier, mais très connu. C'est moins clinquant. Moins clinquant, mais très connu dans le football amateur. C'est un vrai choix du président, qu'il connaissait depuis quelques années. Et qui a l'expérience vraiment de ce championnat de National 2 avec de très bons résultats pendant longtemps du côté de Viry-Châtillon. Bon, on suivra ça avec attention en tout cas. On continue. Si on parlait sport par du cyclisme, je vous vois sourire Yann Dujarrier. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, l'information a été confirmée ce week-end, la 21e et dernière étape du Tour de France 2021 partira depuis Chatou dans les Yvelines le 18 juillet prochain. Le peloton s'élancera de cette commune de 31 000 habitants pour rejoindre les Champs-Élysées. Au programme 112 km où un sprinter devrait une nouvelle fois s'imposer. On écoute la réaction de Jean-Michel Richefort, vice-président à la Fédération française de cyclisme.
Chatou, c'est une ville sportive, une ville cycliste avec un très bon club, le team cycliste de Chatou, qui participe régulièrement sur des épreuves régionales et des épreuves nationales. Non, c'est un excellent choix. Et je pense que nous aurons une belle dernière étape avec une boucle qui passera bien sûr dans les Yvelines et puis avec l'apothéose sur les Champs-Élysées. Vous êtes d'accord, l'apothéose sur les Champs-Élysées, une superbe dernière étape à chaque fois. Alors, moi, j'adore le sprint des Champs-Élysées pour une seule raison. C'est le seul sprint, c'est le seul moment où on peut suivre les coureurs comme si on était dans le peloton. En fait, France Télé, comme l'avenue est très très large, France Télé a un petit couloir et ils arrivent à mettre une moto avec une caméra. Et ça vous impressionne. Et j'adore ça. Donc pour moi, et alors ça fait pas très très longtemps, c'est depuis qu'on a eu l'arrivée le soir. Donc c'était pour le centenaire du Tour de France. Ça fait pas très très longtemps qu'on a ce plan de caméra et j'attends toujours ce dernier moment parce que c'est vrai qu'on voit véritablement, on ne voit pas de la même manière que quand on est à la caméra en face. C'est pas du tout le même, pas du tout le même sprint. Moi, je le kiffe. Après, c'est pas forcément une dernière étape. C'est pas forcément, à part pour les sprinteurs. C'est l'étape du sprint. C'est l'étape du sprint. C'est l'étape du folklore. C'est l'étape du folklore. On a parfois vu le plus grand du peloton échanger son vélo avec le plus petit, donc plutôt dans l'autre sens. C'est le spectacle. On a aussi vu Lance Armstrong avec une perruque, avec une bouteille une coupe de champagne. Voilà, en effet, c'est un peu le folklore, mais c'est comme ça sur tous les grands tours. Hein. C'est pas juste sur le Tour de France. La dernière étape, c'est vrai que c'est le plaisir, c'est la parade. Voilà, c'est la parade. Moi, je regrette juste une chose. On a eu Mantes-la-Jolie, on a eu Conflans-Sainte-Honorine, on a Chatou. Là, ça fait quand même au moins 3 ans qu'on est sur le nord des Yvelines. Et Vous voulez dire à quel niveau? Parce qu'on a eu Rambouillet, Mantes-la-Jolie et là Chatou. Mais on n'a pas eu Conflans-Sainte-Honorine. On n'a pas eu un départ de Conflans? Pas encore. D'accord, alors Conflans avec Paris-Nice. C'est Paris-Nice, pardon. effectivement. Mais donc voilà, c'est vrai que là, ça fait quand même des départs qui sont un peu sur le nord. J'aimerais bien revoir un départ de Versailles. Après, ils étaient passés par la vallée de Chevreuse quand ils étaient partis de Rambouillet. Oui, mais Rambouillet, on est sur le sud des Yvelines. Non, j'aimerais revoir un beau départ de Versailles. Je me souviens, c'était de belles images encore. Bien sûr que les passages par la vallée de Chevreuse sont toujours sympas et obligatoire quand le Tour de France est dans le coin, mais c'est la seule chose. Là, ça fait 2 ans qu'on est un peu trop dans le nord et puis après le premier Tour de France c'est que c'est au mois de juillet et on est en vacances pour aller voir la dernière étape. 2023, on est déjà sûr, ce sera depuis le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça c'est sûr, c'est dans la convention, c'est dans le partenariat entre les Yvelines et le Tour de France. Voilà. Mais ça fait maintenant, et ça fait combien d'années que Donc ça fait 3 ans d'affilée. Non, ça fait bien plus que ça que le Tour de France. 11 ans. Ouais, voilà, le Tour de France, vous voulez dire 3 ans pour le Tour de France, mais pour le Paris-Nice, ça fait 11 ans. D'accord. Ah, mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres. Ça part quand même très très régulièrement des Yvelines. 3 ans, 3 ans grâce à un partenariat et ça le restera jusqu'en 2023 au minimum, Grégory. Au minimum, ça peut se poursuivre. Ça peut se poursuivre, on parle de 2028, 2029 peut-être. Alors la question sur ce thème, le cyclisme a-t-il fait le tour dans les Yvelines? Yann Dujarrier va me dire répondre non, ça c'est sûr. Stéphane, pour vous? Non plus? Non, Stéphane, pourquoi alors? Je laisse l'avis aux professionnels de ce côté-là. Mais est-ce qu'il faut continuer à avoir le Tour de France, le Paris-Nice dans les Yvelines? Oui, bien sûr, oui. Les Yvelines sont à l'honneur depuis pas mal d'années. Il faut continuer. J'espère que pour Chatou, il n'y aura plus les restrictions sanitaires parce que ça va être magique, ça va être super beau. Et je crois que Chatou avait aussi donné le départ du Paris-Nice aussi. Paris-Nice également, oui, il y a quelques années. Je crois que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, oui, donc ça avait été apprécié par c'était sous la pluie, on voit les images. J'espère qu'il y aura un peu de soleil, par contre. Oui, voilà, oui. Et il y a eu Maurepas aussi. J'aimerais bien que le Tour de France parte de Maurepas aussi. De chez vous, en fait. Maurepas, c'était top. Parce qu'en plus, on avait une super météo ce week-end-là. Je me souviens, c'était vraiment très, très bien. Pierre Chevalier, alors pour vous, non, on n'a pas fait le tour dans les Yvelines. Vous connaissez mon amour incommensurable pour le cyclisme, mais je suis de ce côté-là chauvin pour les Yvelines.
Et pour avoir pas mal de copains qui roulent tous les week-ends et toutes les semaines sur les routes des Yvelines, c'est quasiment sans limite. Et notamment que ce soit en termes de dénivelé, mais aussi de paysages et de jolis villages typiques qui font qui sont très très bien mis en valeur par les équipes de France Télé et d'ASO pour la partie Tour de France. Donc non, je pense qu'il y a plein de petits, moyens et grands villages, villes et villages qui rêveraient d'accueillir le départ du Tour, le départ du Paris-Nice. De toute façon, géographiquement, on a ce privilège d'être proche de Paris-Centre et des Champs-Élysées, ce qui fait que ça nous place assez facilement et assez facilement pour les départs de la dernière étape. Les Hauts-de-Seine ou l'Essonne seraient aussi en piste, mais peut-être un peu plus loin, un peu plus décalé, et avec peut-être moins de routes ou de points de vue remarquables pour pouvoir faire de belles images sur cette dernière étape. Oui, parce que le département a accueilli à 46 reprises le Tour de France en 107 éditions. Voilà. Idéalement placé. 24 fois Versailles. Et le premier départ, la première fois que le peloton est passé par les Yvelines, c'était en 1903. Ils étaient passés par la vallée de Chevreuse, justement, Yann Dujarrier, avec une victoire de Maurice Garin, ça vous parle? Ah oui, le premier vainqueur du Tour de France, oui, bien sûr. Voilà, ils étaient passés par les Yvelines. Victoire finale et pas victoire de l'étape. Il y a aussi des scénarios un peu plus cruels. Laurent Fignon en 89, qui est le dernier Français dans une étape yvelinoise à porter le maillot jaune. On connaît le scénario cruel. Il avait le maillot jaune et au dernier moment, il l'a perdu pour quelques secondes. 8 secondes. Vous en êtes remis? Oui, oui, lui beaucoup moins, mais moi, oui, je m'en suis remis. C'était Greg LeMond. Greg LeMond fait partie de mes coureurs, les premiers coureurs que j'ai un peu idolâtrés, on va dire. Voilà. Oui. Non, moi, je vais forcément dans la même direction que mes camarades, et d'autant plus que tous les deux, Mickaël, on est journaliste dans un média local des Yvelines, donc on est bien content chaque année. Ça nous fait travailler, ça nous fait parler en tout cas, comme on peut le voir. Très, très rapidement, Yann Dujarrier, vous avez un pronostic pour l'année prochaine? On ressortira le DVD. En vainqueur du Tour pour l'année prochaine? Ou le lien? On parle d'Egan Bernal, vainqueur en 2019, Pogacar en 2020. J'adorerais voir un Julien Alaphilippe. J'adorerais. Et attention, il y a moins de montagnes. Pour moi, Julien prend le maillot à Mur de Bretagne. Ça, je le mets sur le tapis. Le Tour va être beaucoup moins montagneux, un peu moins difficile. Il y a 2 contre-la-montre qui peuvent lui être favorables. Je suis très chauvin, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à donner un coureur. Pronostic. Non, pas un pronostic, simplement un coureur qui soit pas un de mes chouchous. Et pour moi aujourd'hui, pour moi Julien, mais c'est un peu tôt pour lui et c'est pas encore dans ses objectifs. Il a encore d'autres choses à faire avant dans le vélo. Mais c'est vrai que je pense que aujourd'hui, si on a un coureur qui peut gagner le Tour de France, et par rapport à ce qu'il a fait, pas en 2020, mais vraiment en 2019, c'est ça. Il faut savoir que son Tour de France 2020, il l'a fait en préparation du championnat du monde 2020, qu'il a remporté. Il a couru que la première semaine. Le reste, il n'a fait que de l'entraînement pour être prêt pour le championnat du monde. Donc on l'a compris, votre favori, c'est Alaphilippe. Ce sera Julien. On sortira le lien, attention. Il fera un très beau tour. Il fera un très beau tour, voilà. Oui. Mickaël, j'ai un message de la part de ma compagne, parce que j'ai envie de bouffer ce soir. Elle vote Thibaut Pinot. Ah, ok, on va voir, on sortira les liens, comme je le disais précédemment. On va parler maintenant du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au mois d'octobre, la structure a fêté ses 30 ans. Cette vidéo de la Fédération française de golf retrace l'histoire du site. Regardez.
Alors on a vu tous ces moments magiques au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. On va faire un petit tour de table. Quel est votre moment préféré, Grégory ? Moi, je le disais la dernière fois, je ne suis pas forcément un grand spécialiste de golf, mais en tant que journaliste, on a couvert tous les deux. Vous l'avez couvert sur le terrain et moi en plateau, cette Ryder Cup 2018 qui a été vraiment un événement exceptionnel. En plus, avec la victoire de la Team Europe, ce duo Mollywood, Tommy Fleetwood et Francesco Molinari. Donc la Ryder Cup, mais parce que je ne suis pas un grand connaisseur, moi je m'en avance cet événement que j'ai couvert en tant que journaliste. Vous avez adoré. En termes d'ambiance, c'était super. Yann Dujarier, pour vous. Pour moi, le plus bel événement, ce sera les JO 2024. Voilà, parce que pour moi, je pense que. Alors, après, le problème du golf, c'est vrai que les JO, c'est quand même pas encore. C'est quand même en dessous de la Ryder Cup. C'est pas encore dans leur ADN. C'est assez récent. C'est assez récent leur participation. Et donc, mais je parle dans l'ampleur de l'événement. C'est vrai que je pense que là, on va vivre quelque chose en 2024 qui va être juste phénoménal dans les Yvelines. Maintenant, c'est vrai que cette Ryder Cup qui a été en plus, parce que moi j'avais une grosse crainte sur l'organisation, mais qui a été organisée d'une manière orchestrale, magnifique. Voilà, rien à dire. Donc, je resterai aussi sur la Ryder Cup. Stéphane Debizet, un moment qui vous a marqué peut-être au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, très rapidement. La Ryder Cup aussi, je suis de leur avis, et aussi de l'avis de Yann. Je crois que l'événement à venir sera encore plus beau. Les JO. Et les championnats du monde amateurs également en 2022. Pierre Chevalier, très rapidement, vous aussi. Je sais que c'est difficile, hein, vous adorez le golf national. Moi, j'adore le golf. Trois moments. La première victoire de Rémézy, 2003. La victoire de Thomas Levé en 2011. Ça, c'était vraiment le franco-français, le cocorico. Évidemment, la Ryder Cup avec tous les moments absolument phénoménaux et toute l'organisation qui a tourné autour et le scénario heureux pour l'équipe européenne. Je rajouterai un quatrième moment. C'est la première fois que j'ai joué l'Albatros. Je me suis fait défoncer, je me suis fait hacher menu, mais c'est un souvenir qui restera à vie. C'est un super stadium de golf. On n'a pas les vidéos ? Vous devriez pouvoir trouver ça sur Minitel, sur 3615 FFV. On va chercher ça. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation d'un Américain en ce jour si particulier pour les États-Unis, une citation du basketteur Michael Jordan. Il faut se fixer les buts avant de pouvoir les atteindre. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.